Lacan, nous et le réel, 53e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. L'autre fois, le titre du séminaire, c'était le phallus et la parole, qu'il fallait entendre, bien sûr, dans l'équivoque signifiant du et du est, le phallus et la parole. C'est que l'analyse, le travail de l'analyse, ce n'est pas, comme on s'imagine, faire advenir des souvenirs enfouis, quelque chose de l'ordre de l'inconscient vers le conscient ou je ne sais quoi. C'est tout simplement le travail d'amener à la parole. Il s'agit d'acheminer l'être à la parole. Wo es war, soll ich werden. Là où ça était, le je doit advenir. Le je, en tant que sujet, c'est le sujet de la parole. Donc il s'agit d'amener l'être à la parole. C'est pour ça que le phallus est l'élément prépondérant et primordial dont on ne peut pas se passer. On ne fait que parler de ça. Quoi qu'on parle, on parle du phallus. Et le phallus est la condition de la parole. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Pour commencer, je vais vous raconter une petite anecdote qui se déroule dans la Vienne de Karl Abraham. Karl Abraham la raconte dans un petit livre très intéressant qui s'appelle « Le complexe de castration chez les femmes ». Et donc il raconte cette histoire où une petite fille de 2 ans va dans la bibliothèque, trouve la boîte à cigares de son père, et après le repas, donc ça c'est une scène qui se passe après le repas, elle prend 3 cigares, elle donne un cigare à son père, un cigare à sa mère, elle prend un cigare pour elle, et elle se le met entre les jambes. Cette scène-là est une scène absolument remarquable parce que dès que la maman, bien sûr, s'aperçoit de ce que la fille fait, elle la gourmande un peu, elle lui dit « il ne faut pas faire des choses comme ça ». Elle range toute la panoplie et puis la petite fille recommence le même manège dans le même ordre. Ce qui est intéressant, c'est justement qu'elle le fasse 2 fois et qu'elle respecte l'ordre, donc, qui, pour Lacan, fait comprendre qu'elle met en scène quelque chose de l'ordre du manque d'un objet symbolique. Vous vous souvenez que, à la séance précédente, le phallus apparaît comme un objet imaginaire. Et là, il y a un progrès, disons, quand Lacan dit que dans la psychanalyse, le progrès est toujours symbolique. Bien sûr, on l'a vu, ça veut dire qu'il n'y a de progrès que dans le symbolique. Mais il y a aussi un progrès au passage de l'imaginaire vers le symbolique. Et l'objet, là, devient symbolique. Alors, on va voir ce que ça veut dire. D'abord, elle tend le cigare à celui qui est censé avoir déjà le phallus, c'est-à-dire le père. Quand elle fait ça, elle met en scène quelque chose de l'ordre vraiment de ce qu'il en est de l'essence du phallus en tant qu'il est le signifiant lui-même, c'est-à-dire quelque chose qui est là et en même temps jamais là. D'une certaine manière, c'est ce qui représente le langage lui-même, c'est-à-dire le fait que nous soyons immergés dans l'ordre symbolique. L'ordre symbolique, vous vous souvenez de la strophe de Mallarmé, la fleur absente de tout bouquet, c'est-à-dire que le langage fait être
quelque chose qui n'est pas. Mais ce qui est oublié, c'est que ce qui est déjà, c'est-à-dire dès qu'il y a déjà l'objet, il y a aussi le manque de l'objet qui est présent simultanément à l'objet. Ça, c'est le plus important de comprendre ça, parce que c'est ce qui permet de saisir que le père qui a déjà est censé déjà avoir le phallus. La place du phallus, c'est la place du père. Enfin, on y reviendra, parce que on verra qu'on va reconstruire tout ça, cette petite genèse des rapports entre la mère et l'enfant, enfant-garçon ou enfant-fille. Et puis, on va essayer de reconstruire ce qu'il en est de ce phallus-là, qui au départ est un objet imaginaire, et donc qui là, dans ce cas de figure-là, comme c'est une petite fille et qu'elle le met en scène d'une certaine manière, il y a le passage de l'imaginaire au symbolique. C'est-à-dire que le père, lui, se retrouve donc le premier servi, en quelque sorte. C'est-à-dire que ça lui revient de droit. C'est pas parce qu'il l'a déjà qu'il l'a. D'une manière générale, le phallus, là où il manque le plus, c'est à ceux qui en sont déjà, qui sont censés en être déjà pourvus. Donc c'est pour ça, c'est pour bien différencier les plans de l'imaginaire et du symbolique. Donc le père, lui, est le premier servi. La mère, en tant qu'elle ne l'a pas, elle est fondée à le désirer. C'est ce qu'elle désire, d'une certaine manière. Et la petite fille, qui recommence l'opération 2 fois, elle montre que, fille ou garçon, au fond, elle qui ne l'a pas, elle montre à la mère où il faut le mettre, et puis que d'une certaine manière, elle est capable de le donner. Alors ça, c'est très intéressant aussi, parce que ce que rappelle Lacan, et en ça il est souvent très mal compris, c'est que je ne peux donner que ce que je n'ai pas. Hein. Et le phallus, personne ne l'a vraiment, puisqu'il est cet élément qui, en tant que le signifiant bien sûr de la castration, mais aussi signifiant de la jouissance, c'est-à-dire que c'est un signifiant qui, forcément, ne signifie rien, mais qui isole ce rien de telle manière qu'il contient en potentiel l'ordre de toutes les significations. Et c'est là où, justement, le langage, si on le prend sur un plan synchronique, ou le discours, si on le prend sur un plan diachronique, et ce à partir de quoi le sujet de l'inconscient est repérable, peut se donner à être retrouvé, puisque l'être lui-même, pour l'être humain que nous sommes, est un être de signification. La différence entre les petits garçons et les petites filles, c'est que au moment où l'Oedipe se termine pour un petit garçon, il commence pour la petite fille. Parce que, justement, cette histoire de phallus, c'est quelque chose qui est très subtil et très difficile à saisir, en tout cas pour les esprits, disons, rationalisés que nous sommes, après des années d'abrutissement de ce qu'on apprend à l'école, et puis maintenant ça devient encore pire, et donc il n'y a plus cette souplesse de concevoir, par exemple, comment se place une identification, et la différence qu'il y a pour un enfant déjà pris dans le langage, du fait même qu'il y est immergé, hein, je vous rappelle langage au sens synchronique du terme, mais il est déjà pris dans son discours. Et il y a quelque chose qui se passe dans cet échange avec la mère, et on l'a vu la dernière fois, il y a le langage en tant qu'il est déjà le troisième terme entre la mère et l'enfant. Et c'est déjà
à ce moment-là que circule le phallus. Et la mère regarde l'enfant regarde la mère. L'enfant s'imagine que la mère vise quelque chose et que ce quelque chose, il est au-delà de lui. Parce que lui-même, il vise quelque chose, c'est-à-dire il projette quelque chose chez la mère, c'est-à-dire la possibilité de se trouver en connexion avec un objet. Cet objet-là, c'est l'objet réel, c'est-à-dire le sein, ce qui va lui donner une satisfaction par rapport à son besoin. Mais quand il vise le sein, il ne vise qu'une partie de la mère, d'une certaine manière. Et ce qu'il vise lui-même, au-delà de la satisfaction du désir, c'est bien entendu l'amour de la mère, qui est au-delà. Et donc, ça, c'est un des problèmes de l'identification qui est absolument décrit par Freud de manière extrêmement précise et surtout implacable. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire la différence entre est-ce qu'il vise la partie ou la totalité. Est-ce qu'il s'identifie à ce moment-là à la mère? Et donc ça fait comme un jeu de miroir où lui-même alors devient un enjeu partiel pour la mère, mais c'est là où la différence entre les filles et les garçons se fait sentir, c'est-à-dire que ce jeu-là, qui est un jeu sans conséquence au départ, parce qu'il se place exclusivement dans l'imaginaire, c'est que l'enfant se place de telle manière où il peut jouer de ces représentations-là, de voir la mère, d'être vu par elle, de potentiellement correspondre à ce qui lui manque, tout en sachant qu'il y a quelque chose qui manque à ce qui lui manque, et qu'il y a un en deçà et un au-delà de ce qu'elle vise, et que elle-même, sa mère, elle représente une partie pour lui de la satisfaction, qui est la satisfaction du besoin, mais pour ce qu'il en est de l'amour véritable, c'est-à-dire ce qu'il vise derrière le besoin, alors il y a quelque chose qui s'étend d'une partie à la totalité. C'est une des figures de la métonymie, c'est passer de la partie à la totalité. Nous sommes donc, quand nous sommes dans la métonymie, nous sommes toujours, d'une certaine manière, dans la perversion. On se souvient que dans les premiers rapports de la mère et de l'enfant, nous sommes dans un rapport pervers parce qu'il y a une volonté de maintenir une intersubjectivité qui ne se reconnaît pas comme imaginaire. Du point de vue de la logique, c'est impossible, parce qu'il y a un sujet et un objet. Il ne peut pas y avoir deux sujets simultanément, sauf dans ce moment primordial, prioritaire, avec cet échange-là, qui est l'échange mis en scène par et pour le phallus en tant qu'il est le signifiant de la castration. Et toute intersubjectivité est perverse parce que elle maintient deux sujets de force alors qu'il y a toujours une alternative à mettre en place entre un sujet et un objet. Soit je suis sujet, soit je suis objet, soit je suis l'objet de l'autre, soit je suis son sujet. On ne peut pas avoir deux sujets, sauf là, et puis bien sûr en analyse. Puisqu'en analyse, la place même de l'analyse, de se mettre en place d'objet petit a, pour laisser advenir le sujet de l'analysant, c'est la possibilité de maintenir une intersubjectivité, mais qui ne soit pas perverse. Le terme d'intersubjectivité, avec les équivoques qu'il maintient dans l'ordre psychologique, est précisément au premier plan celle que depuis toujours je désignais comme une des plus dangereuses à marquer, à savoir le statut de la réciprocité, rempart de tout ce qui, dans la psychologie,
est le plus fait pour asseoir toutes les méconnaissances concernant le développement psychique. Je souligne que si nous interrogeons le sexe quant à sa subjectivation possible, nous ne faisons pas la preuve d'aucune exigence, manifestement exorbitante, d'intersubjectivité. Il se pourrait que ça tienne comme ça. Ça serait même non seulement ce qui serait souhaitable, mais ce qui est tout à fait clairement, si vous interrogez ce que j'ai appelé tout à l'heure la conscience de classe, la classe de tous ceux qui croient que l'homme et la femme, ça existe. Ça ne pourrait pas être autre chose que ça. Et comme ça serait très bien, si c'était. Or, il est clair, il est dès longtemps démontré, ne serait-ce que par la révélation de cette béance sociale, en tant qu'elle ne nous permet pas de résumer à l'affrontement d'une conscience à une conscience, ce qui se présente comme lutte, nommément du maître et de l'esclave. Il y a là quelque chose dont j'ai mis seulement en valeur, le fait que quelque chose, comme une intersubjectivité, peut aboutir à une issue salutaire, mais qui mériterait assurément d'être regardé de plus près, très précisément, au niveau de ce que supporte chacun des sujets, non pas d'être un entre autres, mais d'être par rapport aux deux autres, celui qui est l'enjeu de leur pensée, à savoir très précisément, chacun n'intervient dans ce ternaire qu'au titre justement de cet objet petit a, qu'il est sous le regard des autres. C'est là où il y a justement une rupture, mais radicale, avec tout ce qui se dit sur la psychanalyse, et notamment l'erreur monumentale de Melman, de Charles Melman, qui, parce que dans le discours de l'analyste, il y a en haut petit a et S barré, qui est la formule de la perversion, a déliré sur le fait que le discours capitaliste serait le discours de l'analyste, qui est absurde et débile. Mais comme c'est Melman, et que malgré le fait que Melman soit complètement décadent, ce sont ses derniers textes, notamment sur le discours de la science, etc., alors qu'on participe d'un covidiotisme absolument délirant, qui n'est rien d'autre que du discours capitaliste, eh bien, comme c'est Melman et qu'il a une certaine autorité, parce que vous savez que, par exemple, Jacques-Alain Miller, malgré la recommandation de Lacan, qui lui avait dit que c'était avec Mohamed Safwan, Mustapha Safwan ou Mohamed Safwan, je ne sais plus, qu'il devait faire son analyse, évidemment, il ne pouvait pas aller voir Safwan, il fallait qu'il trouve Melman. Mais ça ne s'est pas passé. Donc Miller, bien sûr, n'a jamais fait d'analyse. Ça s'entend et ça se voit. Et il a beau réciter et annoncer des formules de Lacan, il n'a strictement rien compris à l'analyse. Et d'ailleurs, la plupart des psychanalystes qui sont dans ces orbes-là et qui ont cautionné le covidiotisme sont des gens qui sont absolument à côté de la plaque, puisque jamais, ni Freud ni Lacan ne se seraient laissés embarquer dans cette fraude sur les mots, qui est aussi la fraude politique par excellence, qui amène à la trahison de l'esprit démocratique. Donc, pour revenir là-dessus, donc, le discours de l'analyste est celui qui permet de maintenir, c'est le seul, une potentialité d'intersubjectivité, parce que justement, l'analyste a assez de discipline pour se mettre à la place de l'objet petit a, à n'en faire que le semblant. Hein, c'est très important, à n'en faire que le semblant. Donc, de ce fait-là, il fait être le sujet. Sinon, nous sommes dans la perversion polymorphe de l'enfant, dit Freud, et c'est ce qui lui fait maintenir à tout prix une intersubjectivité, bien sûr, avec son premier autre, qui est la mère. Et ce premier autre-là, pour le petit garçon, bon, on a vu la petite fille citée par Abraham. Le petit garçon, en fait, ce jeu-là, d'être le complément de la mère, de se placer dans un jeu d'intersubjectivité où elle est, lui, son complément, non, elle est, elle, son complément, où il est, lui, son complément, tout ça va lui faire saisir que ce qu'elle vise, c'est quelque chose qui est en deçà ou au-delà de lui.
mais que ce n'est pas lui. Et alors, ni Freud ni Lacan n'ont jamais lâché l'Oedipe, puisque aujourd'hui, les gens qui se prétendent psychanalystes et qui disent que l'Oedipe c'est terminé parce que Deleuze et Guattari ont dit que l'Oedipe c'est terminé, ça n'a strictement rien à voir avec la psychanalyse, comme tout ce qui concerne les gender studies, etc. J'ai même vu quelqu'un qui se disait queer analyste. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que ce n'est pas de la psychanalyse. La psychanalyse, ce sont des choses très précises, très rigoureuses, très logiques, et ni Lacan ni Freud n'ont jamais abandonné l'Oedipe. Donc l'Oedipe, c'est pour le garçon et la fille intégrer la place du père, c'est-à-dire la fonction paternelle, et l'intégrer à la bonne place pour pouvoir accéder à un objet qui soit hétérosexuel, pour la fille comme pour le garçon. Il n'y a qu'à relire la fin du séminaire des psychoses avec le cas Schreber, et puis bien sûr la relation d'objet, pour trouver ça en toutes lettres, dans Lacan, bien sûr, mais aussi dans les références qu'il donne à Freud, où il explique que la question centrale chez Freud, c'est, contrairement à ce qu'on véhicule, c'est très simple, c'est qu'est-ce qu'un père? La question fondamentale, qu'est-ce qu'un père? Là, vous avez l'essence même de la psychanalyse. L'interprétation doit être preste pour satisfaire à l'entre-près de ce qui perdure de perte pure à ce qui ne parie que du père au pire. Donc tous les discours qui traduisent « je suis féministe »,« halte au patriarcat », etc., vous êtes sûr que ça n'a strictement rien à voir avec la psychanalyse. La psychanalyse, c'est qu'est-ce qu'un père? Et je vous en ai déjà parlé, je vais le redire quand même, c'est que Freud répète le geste christique. C'est-à-dire, il dit « je ne crois pas en Dieu, je crois que Dieu n'existe pas », il va un cran plus loin, mais dans Totem et Tabou, et bien sûr dans le Moïse, ce qu'il fait, c'est retrouver et sauvegarder la place vide du père. Cette place vide du père, c'est là, bien sûr, où se place cette notion de phallus. Puisque le père, chez Freud, ne devient père qu'à sa mort. Donc, ça veut dire que le langage lui-même, le signifiant maître qui vient procéder d'une extrusion venant d'une intrusion, accrocher l'enfant que nous sommes en arrivant au monde dans le langage par une immersion, cet accès au signifiant dans lequel nous sommes pris quoi que nous fassions, ça, c'est ce qui fait que dans la relation à la mère, qui est le premier autre avec un grand A, il n'y a pas de dualité au départ. Il y a tout de suite une trinité, mais ce n'est pas encore le père, c'est le phallus. Le phallus vient comme ce qui va circuler entre la mère et l'enfant. Cette notion de phallus, c'est bien sûr le signifiant, c'est ce qui accroche le langage au corps propre. Donc nous avons le père qui va arriver en 4e position dans l'Oedipe. C'est même le passage du 3 au 4, on peut dire, parce qu'on peut y être dans une approche un peu de type numérologique, on retrouve ça aussi chez Hegel, c'est-à-dire le 3 ou le 4, on trouve ça chez Lacan avec les 4 discours, les 4 arêtes, etc. Et puis le 3 avec la Trinité, le Neuroméen, etc. Eh bien, ce passage du 3 au 4, on peut dire que c'est le passage réussi de l'Oedipe, parce qu'on passe de la métonymie du 3, on est toujours dans la métonymie, au 4, à la métaphore paternelle. Il ne s'agit pas de rester là-dessus, mais de revenir à la dimension métonymique par la psychanalyse, mais ça, on en parlera plus tard. Mais dans un premier temps, en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer, qui va
être déployé, thématisé par Lacan, avec l'exemple, on l'a vu la dernière fois, mais il s'agit d'y revenir, entre la jeune homosexuelle et le cas Dora, c'est-à-dire ce qui se passe dans la sexualité pour les femmes et le passage de la métonymie à la métaphore. Ce que ça suppose donc par rapport à une castration. Si je vous parle du phallus comme ça qui arrive a priori, c'est que la castration, c'est quelque chose dont on a peur, et le paradoxe, c'est que ça a toujours déjà eu lieu. Du fait même que nous appartenons à l'ordre langagier, que nous naissions avec un système audio-vocal qui est susceptible d'accueillir l'ordre symbolique et la possibilité de la parole, nous sommes toujours déjà castrés. Ce que Freud nous rappelle, que ce n'est pas le mal, mais le bien qui engendre, qui nourrit la culpabilité. Ça casse la tête, tout ça. Impossible de se retrouver là-dedans sans un soupçon, au moins, de ce que veut dire la castration. Mais il ne s'agit pas de constater uniquement la castration, c'est-à-dire de se dire ça. Il s'agit de l'intégrer. Et en fait, évidemment, c'est là où ça se complexifie et où il y a ce passage du 3 au 4. Et le 3 va se mettre en place avec la différence qu'il y a entre cet objet imaginaire qu'est le phallus, a priori, puisqu'il n'existe que dans l'imagination, il n'est pas là, quelque chose de concret et de réel, et son passage au symbolique. Donc la castration, nous l'avons vu la dernière fois, c'est le manque symbolique d'un objet imaginaire. Donc ça s'appelle la castration symbolique. Donc castration symbolique, ça veut dire que c'est le manque symbolique de l'objet imaginaire. Ça a toujours déjà eu lieu, mais ce n'est pas acté, parce que, un peu comme avant, enfin maintenant tout se perd, bien sûr, surtout avec cette société absolument décadente qui non seulement refuse le 3, mais évidemment du 3 au 4, c'est pas possible, puisque déjà le 3 est refusé, et donc on régresse sur le 2. On est juste dans une opposition polaire avec la société des algorithmés du bulbe qui ne peuvent que penser en termes de 1 et 0, de pro ou d'anti, le registre de l'opinion, etc. C'est plus complexe que ça, et les trois termes sont toujours présents dans la différence qu'il y a entre cet objet manquant, qui est le phallus a priori, le manque de l'objet et l'agent qui met en place tout ça. Donc on a vu que pour la castration, l'agent, c'est le père réel, la castration, donc le manque, est un manque symbolique, et l'objet est un objet imaginaire, puisque le phallus est un objet imaginaire. Mais pour accéder à cette dimension-là, qui a déjà eu lieu, les protagonistes, que sont l'enfant et la mère en l'occurrence, doivent passer par une autre combinaison de ces trois éléments qui s'appelle la frustration. Et la frustration, évidemment, c'est le seul moment où, dans le rôle de l'agent, Lacan met le père ou la mère symbolique, donc ça c'est l'agent, parce que le manque est imaginaire et l'objet est réel. Comme on vient de le voir, l'objet pour l'enfant, c'est le sein, c'est quelque chose de réel. Et le manque qu'il va éprouver, c'est le manque imaginaire, parce que c'est le manque de l'amour qui n'est pas seulement la nutrition, mais ce qui passe avec la nutrition. C'est pas la même chose quand une mère donne à manger à son enfant, lui fourre un biberon dans la bouche et regarde ailleurs ou pense ailleurs, et quand elle le regarde, qu'elle lui parle, qu'elle l'aime, etc., là, on sent qu'il y a deux registres.
et ce qu'il boit, ce qu'il mange, ce qu'il avale, c'est pas seulement de la matière. On n'est pas dans le monde de Super Mario avec les simulations des débiles de modélisateurs informatiques là qui nous font croire que l'imaginaire c'est le réel. Non, il y a quelque chose qui se passe qui est d'ordre humain et qui est ce rapport qu'il y a entre le fait d'avaler quelque chose et de l'entendre et de le prendre en soi. Et là, il y a de l'amour qui passe. Et il y a quelque chose qui est différencié déjà par l'enfant. Et donc, si à certains moments, la mère lui donne à manger, c'est-à-dire satisfait à son besoin, elle n'est pas forcément dans les conditions de répondre à son désir, qui est un désir d'amour, d'être aimé, d'être reconnu pour quelque chose qu'il n'est pas, bien sûr. On ne peut aimer quelqu'un que pour ce qu'il n'est pas et qu'il pourrait devenir si on l'aime assez pour ça. Et de la même manière, on ne peut donner que ce qu'on n'a pas, puisque la mère ne l'a pas, le phallus. Et ça, c'est bien stipulé dans le cas du petit Hans. Hein. J'ai conseillé à plusieurs là de relire le cas du petit Hans parce qu'on va passer beaucoup de temps dessus, sur ce petit Hans. Parce que bien sûr, il y a tout le travail de Freud, mais il y a aussi celui de Lacan, et ce qui va nous permettre de comprendre ce qu'il en est des enjeux majeurs pour l'enfance aujourd'hui, avec cet enfant extrêmement attachant, drôle, plein d'humour et d'esprit qu'est Hans, et qui ne se laisse pas embarquer dans les mensonges paternels. Alors le père, évidemment, il intervient comme médiateur, puisque c'est lui qui va rapporter le cas à Freud, etc. Et Hans le sait, et il dit « dis au docteur ça, parce que lui, il trouvera la solution ». Et donc Hans va se retrouver avec justement cette problématique de l'Oedipe, dans la mesure où il est dans une ambivalence radicale vis-à-vis du père, puisqu'il est, d'une certaine manière, il aime son père. Et évidemment, ce père-là lui fait de l'ombre parce qu'il veut aller dans le lit avec sa mère. Et ce qui vraiment le questionne beaucoup, c'est cette notion de Vivi-Marer. Fais pipi. Hein. Oui, maker, je crois que disent les Anglais. Donc c'est cet objet pour faire pipi et il demande si sa mère en a un. Et il est extrêmement perturbé par ça, parce que c'est là où il y a ce passage de l'avoir à l'être. Vous savez que en psychanalyse, la différence sexuelle se marque à partir du phallus. Et il y a celui qui l'a, c'est-à-dire le garçon, mais qui ne sait pas quoi en faire, et qui en manque aussi simultanément, parce qu'on l'a vu, la dimension du langage, c'est un clignotement sans cesse entre l'absence et la présence. Donc quelque chose qui est là, simultanément, appelle son manque possible, du fait que nous soyons dans le langage. Ce qui veut dire que la manière juste de réfléchir, c'est le contraire de la manière informatique. C'est-à-dire que c'est oui et non, simultanément et ou alternativement. On retrouve ça d'ailleurs dans la manière dont Lacan explique l'informatique. Et il explique ça très très bien avec les séries moins, moins, plus, moins, moins, etc. Et il montre que la syntaxe elle-même, c'est-à-dire l'organisation de la phrase, va faire que même si c'est le même nom, on sait à quoi on a affaire parce que la séquence, de la manière dont elle est prise, elle a un sens particulier que ne peut pas avoir une autre séquence qui serait disposée différemment. On a les équivoques de la langue française qui, selon leur ordre dans la phrase, vont être dites au plan verbal, au plan oral, différemment. Et il n'y a pas besoin de les différencier du point de vue de l'écriture, puisque c'est leur place dans la syntaxe qui va déterminer ce qu'il en est.
Ça, c'est très important. Nous portions les portions. Les poules du couvent couvent. Mes fils ont cassé mes fils. Il est à l'est. Je vis ses vices. Cet homme est fier, peut-on s'y fier? Avant, nous éditions de belles éditions. Je suis content qu'il conte ses histoires. Il convient qu'ils convient leurs amis. Ils ont un caractère violent, ils violent leurs promesses. Nos intentions sont que nous intentions ce procès. Ils négligent leurs devoirs, je suis moins négligent qu'eux. Ils résident chez le résident d'une nation étrangère. Les cuisiniers excellent à faire ce mets excellent. Les poissons affluent à un affluent. Ça ne suffit pas à différencier le code informatique du langage en tant que synchrone auquel nous appartenons et qui comprend toujours 3 dimensions et pas seulement 2. Et évidemment, parce qu'il y a l'histoire du discours, c'est-à-dire il y a la dimension diachronique aussi là-dedans. Et le travail de l'analyse, dans cet acheminement vers la parole, de l'être à la parole, c'est un travail sur le discours. Le travail de l'analyse consiste essentiellement à faire entendre dans quel discours le sujet est pris. Évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas très difficile, puisque la majorité, l'immense majorité de ce qu'on entend est directement du discours capitaliste. Et le discours capitaliste, contrairement à ce que dit Melman, ça n'a strictement rien à voir avec le discours de l'analyste. Puisque le discours de l'analyste, ça maintient une position intersubjective sans perversion, puisque le psychanalyste n'en jouit pas. Il ne jouit pas d'être l'objet petit a, puisque d'être l'objet petit a, il n'en fait que le semblant. Et il permet l'émergence du sujet, de l'énonciation. Mais le discours capitaliste, lui, alors là, il y a un schéma très clair, cette inversion de la flèche fait que les sujets aujourd'hui, qui sont les sujets du signifiant, réfutent, donc pervertissent l'ordre du signifiant et du signifié. C'est-à-dire qu'ils sont signifiés par le discours, mais ils font comme si c'est eux qui signifiaient le discours lui-même. C'est-à-dire que le langage n'est plus qu'un instrument à disposition. Je peux appeler d'un seul coup, donner un nom, et là, bon, c'est vraiment, il ne s'en prive pas. Hein. Si vous lisez le livre de Kennedy là, sur Fauci, qui est vraiment Anthony Fauci, Fauci, Gates et Big Pharma, ce qu'on vient de vivre pendant 2 ans, cette immense manipulation et fraude sur les mots existe depuis 40 ans. C'est exactement les mêmes signifiants qui sont employés, safe and effective, 95%, etc. Et tout est très bien déployé. Comme dit Marx, si vous ne voulez pas connaître l'histoire, vous êtes condamné à la revivre. On retrouve ça aussi en psychanalyse. Si vous ne voulez rien savoir de votre histoire, vous allez la revivre en boucle tout le temps et ça va revenir dans le réel parce que ça ne passe pas par le symbolique. Donc l'acheminement dans la parole, l'acheminement par la parole, l'acheminement de l'être dans la parole, c'est le travail analytique. Et pour ça, il faut replacer le phallus et il faut replacer le complexe d'Oedipe, qui sont quand même la base de la psychanalyse. Aujourd'hui, on veut vous faire croire que la psychanalyse, c'est les gender studies, c'est le féminisme, c'est des choses comme ça. C'est absolument faux. C'est une perversion. Hein. Donc la perversion, la version du père, c'est pas du tout ça. Il faut reprendre vraiment le texte lacanien à la base et repartir sur justement la manière dont s'installe un père qui est le père réel en référence à la castration, donc la castration symbolique dans l'objet imaginaire, qui n'est accessible après coup. C'est un arthrag. Par rapport à cette situation de frustration où l'objet est réel et donc est devenu réel. Donc il est le manque lui-même, donc qui est imaginaire, va faire en sorte que
l'agent, mère symbolique, mère ou père, devient symbolique. Et évidemment, quand cette étape-là ne renvoie pas vers la castration, il y a une étape de plus qui se met en place, qui est celle de la privation. La privation, cette fois, le manque est réel et l'objet est symbolique. Et donc, ça veut dire que l'agent est imaginaire. Et là, on a le père imaginaire, le père idéal, justement, celui dont on parle aussi bien dans les fantasmes de patriarcat des féministes que dans les idéalisations paternelles qu'on se fait. Donc, on peut dire qu'il y a un aboutissement du père imaginaire avec le père réel que permet de trancher le père symbolique. Parce que le père symbolique, c'est ce à quoi le sujet peut avoir accès en tant qu'il est la trace du Père réel, c'est-à-dire la parole elle-même. Donc, nous sommes dans le langage en tant qu'il est justement pas un code, c'est-à-dire que nous sommes pris dans un registre où un signifiant peut avoir plusieurs signifiés et pas de signifié du tout quand il s'agit du signifiant maître, c'est-à-dire le signifiant en tant que tel. Et puis, un signifié, lui, peut correspondre à plusieurs signifiants. Donc, nous ne sommes pas dans le code. Tout le problème que nous rencontrons aujourd'hui vient de cette confusion, de cet aplatissement des trois dimensions a priori, puisque le 3 se transforme en 4, comme dans les 4 discours, et le code informatique qui, lui, fonctionne uniquement sur un registre 1001, où il ne peut pas y avoir de malentendu. Si vous ouvrez un fichier et qu'il manque, parce que ça, le numérique, c'est le totalitaire, c'est la même chose, il faut que ce soit total. S'il manque une seule des informations, eh bien le fichier ne s'ouvre pas. Alors que nous vivons dans un monde à 3 dimensions. Et Lacan le remarque, ça, parce qu'il est à un moment dans un... Enfin, plutôt qu'il le remarque, il le fait remarquer de manière assez drôle, parce qu'il dit que dès qu'on ne peut pas comprendre quelque chose, c'est que tout simplement on ne sait pas compter jusqu'à 3. Et il y a beaucoup d'entre nous qui ne savent pas compter jusqu'à 3. C'est dur d'apprendre à compter jusqu'à 3. C'est pas juste... il faut pour cela être sorti du moi. Il faut être sorti du premier schéma, vous savez, le schéma L, là, où justement... le petit a de l'autre, c'est un alter ego. Et donc l'autre, il est toujours défini comme un modèle, un adversaire ou un objet. Et c'est toujours un alter ego, c'est une figure en miroir. Le 3, c'est la 3e dimension. Cette 3e dimension, elle apparaît pour le petit garçon, mais on a vu dans le cas d'Abraham, c'est pour la petite fille aussi, bien que ce soit sur un mode différent. Mais pour le petit garçon, et là, il m'a été conté un cas qui est exemplaire de ça il y a peu de temps, à partir du moment où le vivimareur du petit garçon, c'est-à-dire le fait pipi, devient dur. Les petits garçons ont des érections. Des érections qui peuvent aller jusqu'à l'orgasme. Attention, ce n'est pas une éjaculation, un orgasme. Ça veut dire qu'ils sont pris dans quelque chose qui provoque une excitation telle qu'ils ont l'impression d'être raptés de leur être là et d'être ailleurs. C'est extrêmement inquiétant et angoissant parce qu'à partir du moment où ça se met en marche, ça se met en route, il y a comme un accrochage du langage qui devient manifeste dans le corps lui-même. Et c'est à ce moment-là que naît l'angoisse. L'angoisse parce que de l'imaginaire, de l'objet imaginaire, le fait que le pénis devienne cette fois quelque chose de réel, ça va mettre l'enfant dans le registre d'être signifié, c'est-à-dire d'être l'objet de la signification du grand autre qu'est la mère, là. Donc c'est extrêmement angoissant, parce que le jeu devient sérieux, là. On ne peut plus changer, passer d'un registre à l'autre, intervertir les rôles, etc. C'est plus un jeu sans enjeu, c'est-à-dire de pure jouissance imaginaire. Là, d'un seul coup, ça devient réel. Et là, on passe justement du registre de la castration, non reconnue comme telle, à celui de la frustration.
Et la frustration fait connaître un moment d'angoisse où, comme dans le cas du petit Hans, la phobie va intervenir, va venir comme une possibilité de structurer le rapport entre intérieur et extérieur en marquant des points de phobie par rapport, chez Hans en tout cas, aux chevaux. Donc la phobie va se marquer d'une image, une image d'un animal qui peut mordre, c'est-à-dire couper quelque chose, couper le vimareur bien sûr, et puis éventuellement tomber. Ce en quoi le cheval est une image qui permet d'identifier le rapport de Hans à son père. Là, on tombe là sur vraiment la bêtise de Deleuze, là, qui est considéré comme, disant un grand philosophe, etc. Il trouve que Freud est stupide de comparer le cheval au père du petit Hans. C'est lui qui est complètement stupide, il ne comprend rien à la psychanalyse parce que, justement, il considère ça comme des choses extérieures. Son sujet d'énonciation n'est pas pris là-dedans. Donc il ne peut pas saisir ce que saisit Freud, qui est beaucoup plus intelligent, et qui est un génie par rapport à Deleuze, qui est un crétin de philosophe. On parlait de l'animal tout à l'heure. Pour la psychanalyse, l'animal, bon, c'est une image de père, mettons. Un cheval, c'est une image de père. C'est faute du monde. Je pense à l'exemple du petit Hans. Le petit Hans, c'est un enfant sur lequel Freud donne son avis. Il assiste à un cheval dans la rue qui tombe. Et le charretier qui lui flanque des coups de fouet. Et le cheval qui rue, qui donne des coups de pied partout. Bon, avant la voiture, avant l'automobile, c'était un spectacle courant dans les rues. Ça devait être quelque chose pour un gosse. La première fois qu'un gosse voyait un cheval qui tombait dans la rue et qu'un cocher à moitié ivre essayait de relever un coup de fouet, mais ça devait être une émotion. C'était l'arrivée de la rue, c'était l'arrivée dans la rue, c'était l'événement de la rue, quoi, un événement sanglant parfois, tout ça. Et puis on entend, c'est les psychanalystes parler, enfin, image de père, etc. Mais c'est dans leur tête que ça va pas. C'est tout à fait le contraire. C'est à propos d'éléments qui ont aussi leur hors de réalité, mais dont l'enfant va se servir, comme des éléments nécessaires au jeu de permutation. Et j'y reviens toujours, qu'une espèce d'usage du signifiant n'est ni concevable, ni compréhensible, si vous ne partez pas à l'origine de ceci, que le jeu élémentaire fondamental du signifiant, c'est la permutation. À tout instant, chacun des éléments, le cheval par exemple, n'est concevable que dans sa relation à un certain nombre d'autres éléments également signifiants. Mais qu'il est tout à fait impossible de le faire correspondre. Je dis le cheval, mais aussi tous les autres éléments du mythe freudien, à une signification univoque. Le cheval est d'abord la mère, à la fin le cheval est le père, entre les deux il a pu être aussi bien le petit Hans qui le joue de temps en temps, ou encore le pénis dont il est manifestement le représentant en plusieurs points de l'histoire et des explications concernant la phobie. Ceci, qui est vrai de la façon la plus manifeste pour le cheval, ne l'est pas moins pour n'importe quel signifiant que vous puissiez prendre dans les différents modes de création mythique, et vous savez qu'elle est extrêmement abondante, à laquelle se livre le petit Hans. C'est en effet à la surprise générale qu'il arrive ce que nous pouvons appeler, sans trop dramatiser, un petit accroc, la phobie. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, cet enfant a marqué un grand effroi devant quelque chose. Cet objet privilégié qui se trouve être le cheval, dont je vous ai déjà annoncé qu'il était d'une certaine façon métaphorique. Dans le texte, quand l'enfant avait dit à sa mère « Si tu as un fait pipi, tu dois avoir un très grand fait pipi, et un fait pipi comme un cheval », il est clair que si nous voyons apparaître à l'horizon l'image du cheval, c'est à partir de ce moment que l'enfant entre dans la phobie. Mais pour le petit Hans, les choses sont claires, c'est-à-dire que la phobie va lui permettre de faire la différence entre l'intérieur et l'extérieur et lui donner des points de repère dans le monde qui vont contrôler son angoisse.
Alors ça, c'est très important. C'est très important de voir la manière dont Freud, qui anticipe tout le développement de la cure phobique du petit Hans, et puis ce que va en dire Lacan. Parce que Lacan, lui, il a une approche mais extrêmement rigoureuse et logique qui permet justement de faire venir, d'amener derrière ce cas emblématique la possibilité aussi de ce qu'on appelle le mythe. Alors Lacan va le traiter sous l'angle de, enfin, plus tard, le mythe individuel du névrosé. Mais le mythe, vous vous souvenez que dans la langue grecque, il y a au moins 3 mots pour dire la parole. Il y a le mythos, le logos et l'épos. L'épos, c'est ce qui va donner l'épopée, c'est-à-dire c'est l'histoire qu'on raconte, c'est l'Iliade, l'Odyssée. Bon. Ce qui importe pour nous, c'est ce rapport entre le mythos et le logos. Dans Freud, son approche, en tant qu'il est le héros de la lettre juive, c'est-à-dire qu'il est dans une logique absolue. C'est comme si c'était le fruit de la réflexion de la lettre juive jusqu'à son acmé, qui est le freudisme, en tout cas ce qu'il invente lui, la découverte de l'inconscient et la manière dont la parole détermine le sujet humain. Et cette accroche-là, elle est forcément faillée, c'est-à-dire que la logique, en tant qu'elle est un arsenal conceptuel, dont le contraire n'est pas démontrable. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune contradiction. Si vous lisez Freud jusqu'au bout ou Lacan jusqu'au bout, vous allez voir, vous ne pouvez absolument pas rentrer dans la logique. C'est-à-dire que c'est verrouillé, c'est absolument logique. Sauf, bien sûr, un point, c'est pas tout, c'est un pas tout, et c'est là où il y a un accrochage entre le mythique et le logique. Pour faire tenir tout cet édifice-là, il y a quelque chose qu'il est obligé de raconter sous une forme qui n'est plus d'ordre conceptuel, c'est-à-dire d'une logique avec des présuppositions et des déductions où on ne peut déduire que de ça, etc., mais qui va être de raconter une histoire. Chez Freud, le mythe, c'est bien sûr le mythe de Totem et Tabou, c'est-à-dire le père de la horde primitive qui est assassiné par les fils et dévoré même, on peut dire, et parce que le père est censé avoir été celui qui profitait de toutes les femmes, pouvait jouir de toutes les femmes. Mais une fois qu'il est mort, eh ben les fils ne peuvent pas jouir des femmes plus. Ça ne marche pas. Ça, c'est un mythe absolument génial parce que ça correspond exactement à la structure des mythes. C'est même ça, le mythe, la tentative de donner forme épique ce qui s'opère de la structure. L'impasse sexuelle secrète les fictions qui rationalisent l'impossible qu'elle démontre. Je ne les dis pas imaginer. Les fictions dont il s'agit, j'y lis comme Freud, je le souligne, l'invitation à trouver le réel qui en répond. L'ordre familial, en somme, ne fait que traduire quoi que le père n'est pas le géniteur. Et quoi encore? Que la mère reste contaminée, la femme à jamais pour le petit homme. Le reste s'ensuit. C'est pas du tout que j'apprécie le goût de l'ordre qu'il y a chez ce petit. Et là, il faut écouter ce que dit Lacan sur les mythes, notamment dans la relation d'objet, parce que c'est génial. C'est-à-dire, moi, j'avais travaillé il y a très longtemps sur la morphologie du conte de Vladimir Propp, et donc la structure du mythe, dans ce rapport entre mythos et logos, se retrouve chez Lacan, chez Freud, avec ce père de la horde primitive qui vient suturer l'ensemble pédagogique, c'est-à-dire son enseignement sur la psychanalyse, avec ce coin de mythos qui vient capitonner
l'arsenal conceptuel du logos. Et pour Lacan, c'est la même chose avec le mythe de la lamelle. Hein. Vous vous souvenez, là, l'omelette, hein, à vouloir faire l'omelette. Aujourd'hui, vraiment, on est vraiment dans le mythe lacanien à fond. Il n'y a plus que des omelettes. C'est-à-dire, là, regardez les dirigeants des principaux pays, c'est vraiment le mot d'esprit de Lacan est magnifique. Là. C'est plus des hommes, c'est des omelettes. Donc, le mythe de la lamelle chez Lacan vient capitonner l'ensemble de l'enseignement qui est d'une logique implacable. Je défie quiconque de montrer une contradiction logique dans l'ensemble de l'enseignement. Et puis, après, il y a ceux qui disent, parce qu'ils font semblant de s'y connaître en Lacan, là, tous les gens de l'ECF, c'est-à-dire le dernier Lacan, le premier Lacan, etc. Il n'y a pas de premier Lacan et de dernier Lacan. Il y a Lacan. Et il y a la pensée en mouvement de Lacan, surtout l'ensemble des concepts lacaniens qui revient, évidemment, ça peut avoir l'air de se contredire, mais non, ça ne se contredit pas. C'est juste que c'est pris dans une perspective inverse et ça revient sous l'autre côté, mais il n'y a pas une contradiction du premier au dernier séminaire et dans tous les écrits. Et nous restons dans une logique absolue et c'est pour ça que lui aussi a eu besoin de ce mythe de la lamelle pour capitonner l'ensemble de son enseignement. Et donc Freud invente ce mythe-là, qui est le mythe du père de la horde primitive, le père absolu, le père à partir duquel s'enclenche la possibilité, enfin le père à partir de la mort duquel s'enclenche la possibilité du père symbolique, c'est-à-dire ce qui va représenter pour l'être humain un véritable progrès, c'est ce passage de l'imaginaire au symbolique, qu'on retrouve dans le cas du petit Hans avec l'histoire des girafes. Vous vous souvenez que le dessin qui fait de la girafe, tous les membres sont parfaitement bien exposés, tenus, tout se tient, etc. Et il lui fait un phallus très graphique, c'est juste un trait, mais qui est détaché du corps. Donc c'est quelque chose d'autre. Ça appartient à une autre dimension. Et là, il y a l'histoire de la grande girafe et de la petite girafe. Alors Lacan rappelle que Prévert dit que les grandes girafes sont muettes et les petites girafes sont rares. Et pour le petit Hans, et c'est la conclusion de Lacan, la petite girafe qu'il froisse comme ça, donc il y a le dessin sur papier, la petite girafe, il la froisse, c'est quelque chose qui, d'un seul coup, devient un symbole. C'est-à-dire que ce n'est plus la forme elle-même, en tant qu'elle est imaginaire, que c'est une image, mais c'est un symbole, ça reste vivace, même si ce n'est plus là. C'est que ce n'est plus accessible directement, mais ça reste là. Et ça, vraiment, c'est ce qui qualifie l'ordre du langage, c'est-à-dire d'être et de ne pas être simultanément, et puis ce passage aussi de l'avoir à l'être, hein, qui est le passage justement de la partie à la totalité, parce que dans ce jeu de miroir entre la mère et l'enfant, étant donné que il va identifier l'objet dans la mère en tant qu'il lui sert, mais il va identifier aussi la mère en tant qu'elle est la source de l'amour. Et donc, il va passer du sein à la mère en entier. Mais par effet miroir, lui-même va se retrouver dans l'angoisse à partir du moment où, je vous ai dit tout à l'heure, se réveiller la possibilité de l'érection, parce que là, il se rend compte que, eh bien, il a un zizi qui est trop petit pour satisfaire la mère. Et il va se placer lui-même intégralement comme phallus de la mère, puisque c'est trop petit pour pouvoir la satisfaire. Alors Hans va trouver la solution, il va, parce qu'il demande si le zizi vivimareur est grand ou petit, et il trouve la solution avec l'histoire du plombier qui va lui changer sa robinetterie et lui en faire... pour sortir de sa phobie, il va lui faire une robinetterie, disons, plus adéquate à ce qu'il imagine du désir et de l'exigence de l'autre. Mais dans cette période intermédiaire, il y a toujours chez l'enfant le fait d'essayer de trouver la place et de se glisser entre la mère et le phallus, et d'essayer d'occuper cette place en sachant que c'est vain, mais toute l'histoire des perversions
toute l'histoire des sexualités se place à ce moment-là, que l'on soit fille ou garçon, c'est la même chose, parce que la petite fille chez Abraham, c'est exactement pareil. Qu'elle soit fille ou garçon, de toute façon, elle va pouvoir donner à l'autre ce qu'elle n'a pas. Parce que c'est ce qui caractérise justement le don. Le don, c'est de donner ce qu'on n'a pas. On ne peut d'ailleurs donner que ce qu'on n'a pas, et ce en quoi le phallus est ce qui circule tout le temps. Qu'on parle de quoi que ce soit, nous sommes toujours pris dans une circulation du phallus. Parce que l'enjeu quand même de départ, ce que tout le monde semble oublier, c'est que la matrice, la source du fantasme, donc de notre possibilité d'être, puisque le traumatisme n'est rien d'autre que le fantasme lui-même qui vient, comme malentendu, boucher le trou, le vide du réel. C'est quelque chose de phylogénétique. La phylogénèse, c'est ce qui fait que cette créature un peu faible et qui devient aujourd'hui totalement répugnante, qui est l'être humain, doit survivre sur la Terre. Et donc il y a une sorte de fantasme originel, primordial, qui fait que le fantasme masculin, c'est de posséder toutes les femmes. Mais ce n'est pas l'histoire de les posséder, c'est de les inséminer. C'est quelque chose qui fasse que l'espèce humaine ne s'éteigne pas. Donc c'est quelque chose presque de l'ordre d'un algorithme primitif, si on veut employer les mots de ces débiles mentaux qui nous gouvernent aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une espèce de fantasme numéraire au départ. Si chaque homme a dans sa programmation originelle fantasmatique l'envie de baiser toutes les femmes et de les inséminer, il y aura plus de chances que l'espèce survive. Pour les femmes, le fantasme originel, à partir duquel, bien sûr, tous les fantasmes sexuels des hommes et des femmes vont pouvoir se décrypter, et ça s'entend en analyse, et puis on arrive à régler beaucoup de choses comme ça, ce n'est pas d'avoir accès à tous les hommes. Bon, il y a bien sûr le fait d'être obligé d'embrasser quand même plusieurs crapauds avant de tomber sur le prince, mais pour elle, le fantasme originel, c'est pas ça, c'est de trouver le signifiant unique, phallique, qui va les déterminer d'être une. Parce que le problème des femmes, c'est d'être une. Parce qu'elles sont toujours deux. Elles sont toujours la médiation de l'autre. C'est pour ça que pour Lacan, aimer une femme, c'est toujours de l'hétérosexualité. Puisque la femme, elle est toujours autre d'elle-même. Tandis que les hommes qui sont identifiés au phallus, c'est comme ça que se règle l'Oedipe, justement, c'est-à-dire que les garçons, eux, sont confortés par l'identification au père, d'en avoir un aussi, d'une certaine manière, et les femmes, bien sûr, dans la rencontre entre les hommes et les femmes, évidemment, l'homme ne jouit pas directement du corps d'une femme, contrairement à ce qu'on croit. Mais elle, si elle est assez phallique pour ça, c'est-à-dire assez autre d'elle-même, puisqu'elle peut s'identifier à l'autre sexe, la femme. Donc elle devient le phallus elle-même, qu'elle n'a pas, mais qu'elle est. Et donc, ce faisant, en faisant bander l'homme, elle lui donne accès à son propre organe dont il peut jouir. On ne peut jouir que de son propre organe par rapport à quelque autre, cette femme autre, qui arrive justement à faire en sorte que l'identification au phallus, elle qui ne peut pas l'avoir sans l'être, en quelque sorte, et qui a cette capacité de s'identifier directement au père, dans la mesure où le progrès symbolique lui fait passer du phallus imaginaire au pénis symbolique ou réel. Donc il y a un progrès là avec la frustration et la privation qui va déterminer l'angle de la perversion quand l'objet est symbolique et l'angle de la névrose, ça va être quand l'objet est réel.
l'assimilation de l'enfant et du phallus se fait sur ces registres-là, avec toujours ce jeu de bonneto là, qui est celui du père ou de l'impair, justement, comme dit Lacan, en jouant sur les équivoques de père et de l'impair, qui permet de placer l'objet dans les trois positions, avec les manques dans les trois positions, et qui permet, par un travail sur la parole, de récupérer quelque chose de l'ordre d'une remise en axe de sa propre castration, de manière à ne plus en avoir peur. Sinon, nous avons toujours peur de quelque chose qui est déjà arrivé. Et vous avez vu que tout, aujourd'hui, se joue sur la peur. Tout le monde est terrorisé. Et ne parle que de choses qui font peur, la disparition du monde, l'explosion, la perte de tout, etc. En fait, en psychanalyse, il n'y a plus de peur, normalement, quand une psychanalyse est correctement menée, parce que ce qu'il y avait à perdre est toujours déjà perdu. Donc, à partir de là, l'acheminement vers la parole, c'est, comme on l'a déjà vu avec le fameux vers de Joad, c'est dans l'Athalie de Racine, le fait d'instaurer cet autre-là, sur lequel, justement, la plupart des gens qui parlent de psychanalyse n'ont strictement rien compris, et là je reprends aussi Zizek avec cette histoire d'autre où il n'a pas compris ce que ça voulait dire, c'est que l'instauration de l'autre, ce qui fait que celui qui met un frein à la fureur des flots, c'est aussi des méchants arrêtés les complots, soumis avec respect à la volonté sainte, je crains Dieu, cher Abner, et n'ai point d'autre crainte. Donc, cette crainte en plus qui fait évanouir toutes les autres peurs, parce qu'on ne peut pas avoir plus peur que ça, que de l'autre en tant qu'il nous a déjà marqués par la castration. Nous sommes toujours déjà castrés. Donc, il n'y a qu'une chose dont on peut avoir peur, c'est la peur elle-même. Tout le reste, il n'y a plus à avoir peur, c'est de l'imaginaire, c'est de la projection. C'est quelque chose qui n'a pas été réglé. Freud n'a jamais dit que leur foulement provenait de la répression. La censure, c'est pas du tout ça, c'est autre chose. Il n'a pas dit que, prenons ça pour faire image, n'est-ce pas, que la castration, ce soit dû à un papa qui brandisse à son moutard, qui se tripote un peu, n'est-ce pas. On te la coupera, sûr, hein, si tu remets ça. C'est pourtant naturel que ça lui soit venu à la pensée à Freud. Mais il n'a fait qu'en partir pour l'expérience à entendre de ce qu'il a défini dans le discours analytique. Je dirais même qu'à mesure qu'il y avançait, il penchait plus vers l'idée que le refoulement était premier. C'est dans l'ensemble la bascule heureuse, celle-là de la seconde topique. La gourmandise dont il dénote le surmoi est structurale. Non pas effet de la civilisation, mais malaise, symptôme dans la civilisation. De sorte qu'il y a lieu de revenir sur l'épreuve à partir de ce que ce soit le refoulement qui produise la répression. C'est même ça le mythe, la tentative de donner forme épique